12 coupes de cristal captaient la lumière des chandelles, comme des lucioles emprisonnées, tandis que la famille Lemoine levait ses verres de vin pour le toast du soir, complètement inconsciente qu'elle venait de consommer assez d'arsenic pour tuer un cheval, et que tous seraient morts d'ici 1 heure. Debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, Clara, une femme esclave de 32 ans, observait avec la froide satisfaction de quelqu'un qui avait passé 3 mois à moudre du poison pour rats dans de la farine, calculant des dosages précis qui garantiraient que chaque membre de la famille dirigeante de la plantation mourrait dans d'atroces souffrances pendant qu'elle disparaîtrait à jamais dans la nuit de la Charente-Maritime. Mais voici ce qui rend cette histoire absolument inoubliable. Clara n'a pas seulement empoisonné une famille, elle avait systématiquement éliminé 3 autres maisonnées de plantation à travers la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres au cours des 5 dernières années, perfectionnant ses méthodes jusqu'à pouvoir tuer tout un dîner avec la précision d'un maître chimiste et la patience de quelqu'un dont les filles avaient été vendues 11 ans plus tôt. Cela s'est passé au domaine des Lemoine à La Rochelle, le 15 novembre 1847, lorsque Clara a transformé un souper familial de routine en l'empoisonnement de masse le plus sophistiqué de l'histoire de France, utilisant la propre cuisine de la plantation comme laboratoire et leur salle à manger formelle comme chambre d'exécution. Ce que les autorités ont découvert le lendemain matin défiait tout ce qu'elles pensaient savoir sur les capacités des personnes esclaves. 12 corps disposés autour de la table en acajou, comme les participants d'une grotesque scène, leurs visages tordus par l'agonie pendant que leur tueuse s'était évanouie, sans laisser de traces dans le réseau du chemin de fer clandestin qui allait porter son histoire de La Rochelle au Canada et au-delà. Le plus effrayant n'est pas que Clara ait tué 12 personnes avec du poison, c'est qu'elle pratiquait son art depuis des années, se déplaçant de plantation en plantation sous différentes identités, laissant derrière elle une traînée de morts mystérieuses que les autorités attribuaient à tout, sauf à la vengeance systématique d'une femme dont la rage maternelle avait été affinée en quelque chose de plus dur et de plus mortel que n'importe quelle arme jamais forgée. Abonnez-vous si vous êtes prêt à découvrir comment une femme qui avait été une propriété pendant 32 ans est devenue la tueuse en série la plus sophistiquée de l'histoire de France. Et dites-moi dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez. Je veux savoir jusqu'où la légende de la vengeance maternelle de Clara a voyagé. L'étendue tentaculaire du domaine des Lemoine en novembre 1847 représentait le summum de la prospérité pré-révolutionnaire de la Charente-Maritime, ces 1200 hectares de terres agricoles de premier choix étant travaillés par 45 personnes esclaves qui générèrent la richesse qui soutenait l'une des familles les plus éminentes de La Rochelle, dans le luxe qu'elles considéraient comme leur droit de naissance naturel. Selon les registres de propriété conservés au tribunal de la Charente-Maritime et découverts lors de rénovations en 1923, le juge Auguste Lemoine avait hérité de la plantation de son père en 1832 et l'avait agrandi par une série d'acquisitions de terres et d'achats d'esclaves stratégiques qui transformèrent une modeste ferme familiale en l'une des opérations agricoles les plus rentables de la région. La grande maison elle-même se dressait comme un monument à l'architecture suprématiste blanche, ses colonnes de style néoclassique et ses vastes vérandas conçues pour projeter une image d'élégance classique qui masquait la brutalité systématique nécessaire pour maintenir une telle opulence grâce au travail non rémunéré d'êtres humains qui avaient été réduits à du matériel agricole dans les registres financiers de la plantation. Le contraste entre le cristal importé de la famille, les meubles sculptés à la main et les jardins formels élaborés, et les baraques délabrées des esclaves derrière la maison principale, servait de rappel quotidien que la civilisation du Sud était construite sur une fondation de violence qui nécessitait une vigilance constante pour empêcher le genre de résistance qui pourrait menacer tout l'ordre social. Le juge Auguste Lemoine incarnait l'arrogance particulière des hommes qui avaient hérité à la fois de la richesse et de l'autorité légale, utilisant sa position au tribunal de la couronne de la Charente-Maritime pour rédiger des décisions qui renforçaient les fondations juridiques de l'esclavage, tout en élargissant sa fortune personnelle par des investissements dans la propriété humaine qu'il achetait, vendait et élevait avec la même attention désinvolte qu'il consacrait à la gestion du bétail. Selon les registres judiciaires conservés aux archives départementales de la Charente-Maritime, Lemoine avait rédigé 17 décisions majeures qui restreignaient les droits légaux des personnes esclaves tout en protégeant les propriétaires d'esclaves des poursuites pour des actes de violence qui seraient considérés comme criminels s'ils étaient commis contre des victimes blanches. Sa femme, Marianne,
représentait la cruauté raffinée des maîtresses de plantation, qui maintenaient leur statut social par l'humiliation systématique des femmes esclaves, prenant un plaisir particulier dans les séparations familiales qui démontraient son pouvoir absolu sur des personnes dont les enfants pouvaient être vendus à son gré pour satisfaire tout, des besoins financiers aux rancunes personnelles. Les enfants lemoines âgés de 8 à 26 ans avaient été élevés pour considérer les personnes esclaves comme des objets dont le but principal était de servir le confort et la commodité des Blancs, leur cruauté désinvolte, reflétant la corruption morale qui caractérisait une société construite sur l'hypothèse que les êtres humains pouvaient être possédés comme des meubles et éliminés avec une égale indifférence. Clara Dubois était arrivée au domaine des Lemoine 11 ans plus tôt, dans le cadre d'une vente de succession qui avait dispersé sa famille à travers 3 départements. Son achat pour 6 000 francs, reflétant à la fois ses précieuses compétences domestiques et la tragique réalité que les familles esclaves n'avaient aucune protection légale contre la séparation qui servait les intérêts économiques des Blancs. Selon les registres d'inventaire de la plantation, conservés à la Société historique de La Rochelle, Clara avait été formée comme cuisinière et domestique dans une plantation de sucre des Deux-Sèvres où elle avait appris non seulement les compétences culinaires qui en faisaient une propriété de valeur, mais aussi les connaissances en herboristerie, qui allaient finalement faire d'elle l'une des femmes les plus dangereuses du sud de la France d'avant la Révolution. La perte de ses 2 filles lors de la vente de la succession, Marguerite, 9 ans, vendue à une plantation de coton dans le Poitou, et Léa, 7 ans, achetée par un riziculteur dans la Vendée, avaient créé la blessure psychologique qui ne guérirait jamais et allait finalement transformer Clara d'une mère en deuil en quelque chose de bien plus dangereux. Une femme dont l'amour avait été converti en une rage si pure et ciblée qu'elle allait consumer non seulement la famille Lemoine, mais chaque maisonnée, de plantation qui faisait l'erreur de sous-estimer son intelligence, sa patience et son engagement absolu envers une justice qui opérait en dehors des canaux légaux et ne reconnaissait aucune autorité, sauf le principe ancien que certains crimes exigent un paiement en sang. Les 11 années que Clara a passées au domaine des Lemoine ont servi de formation supérieure dans l'art de la vengeance systématique, alors qu'elle observait les routines de la famille, étudiait leur vulnérabilité et, plus important encore, perfectionnait les connaissances chimiques qui la transformeraient de domestique en maîtresse empoisonneuse dont les méthodes étaient si sophistiquées que les autorités passeraient des décennies à essayer de comprendre comment une femme esclave ignorante aurait pu acquérir l'expertise technique nécessaire pour un meurtre de masse livré avec une précision chirurgicale. Selon les récits fragmentaires conservés dans les collections d'histoire orale des archives départementales de la Charente-Maritime, Clara avait utilisé sa position de chef cuisinière pour expérimenter diverses toxines végétales, testant leurs effets sur des rats et d'autres petits animaux, tout en développant la compréhension mathématique nécessaire pour calculer les dosages qui garantiraient la mort, tout en évitant la détection pendant les heures critiques où son évasion dépendrait du maintien de l'apparence des opérations normales de la maisonnée. Son accès à la bibliothèque de la plantation, officiellement interdit mais pratiquement inévitable pour quelqu'un chargé de nettoyer et d'organiser la vaste collection de livres du juge, lui avait fourni des textes médicaux et de chimie qui enrichissaient son intelligence naturelle avec des connaissances formelles sur l'anatomie humaine, la toxicologie et les mécanismes précis par lesquels divers poisons affectaient leurs victimes. Ce que la famille Lemoine n'a jamais réalisé, c'est que leur domestique avait passé plus d'une décennie à se transformer en quelque chose qu'aucun système de sécurité de plantation ne pouvait anticiper ou défendre. Une femme dont la soumission apparente masquait la pensée stratégique de quelqu'un qui avait dépassé l'espoir et la peur pour atteindre un état psychologique où seule la vengeance systématique importait suffisamment pour justifier les risques associés au crime le plus sophistiqué de l'histoire de France. L'acquisition d'arsenic qui servirait d'arme de choix à Clara a nécessité des mois de planification minutieuse et l'exploitation systématique de sa position de confiance au sein de la maisonnée Lemoine, alors qu'elle utilisait sa responsabilité en matière de lutte antiparasitaire pour accumuler des quantités létales de poison pour rats, sans éveiller les soupçons des membres de la famille, qui la considéraient comme une propriété fiable plutôt que comme une menace potentielle. Selon les registres tenus par l'apothicaire de La Rochelle, Pierre Lambert, conservé à la Société historique de la Charente-Maritime, Clara achetait des raticides à base d'arsenic en petite quantité depuis août 1847,
affirmant que les stocks de céréales de la plantation étaient endommagés par une infestation de rats inhabituellement grave, qui nécessitait une intervention chimique agressive pour protéger la précieuse récolte de coton de la famille. Ces demandes étaient considérées comme une gestion de la maisonnée de routine, le genre de résolution de problèmes pratiques que les propriétaires de plantations attendaient des domestiques compétentes qui comprenaient que leur valeur dépendait de leur capacité à maintenir le confort et la commodité des Blancs sans nécessiter une supervision constante ou des instructions détaillées. Ce que Lambert et la famille Lemoine n'ont pas réussi à reconnaître, c'est que les achats de Clara suivaient un schéma soigneusement calculé, conçu pour accumuler suffisamment de poison pour un meurtre de masse, tout en maintenant des explications plausibles pour des quantités qui dépassaient de loin les besoins légitimes de lutte antiparasitaire. La précision mathématique que Clara a appliquée à sa préparation de poison a révélé la compréhension sophistiquée de la chimie et de la physiologie humaine qu'elle avait développée grâce à des années d'études et d'expérimentations secrètes. Ces calculs reflétant non seulement des connaissances pratiques sur les dosages mortels, mais aussi une pensée stratégique sur le timing, les méthodes de distribution et les défis logistiques de s'assurer que chaque victime visée consommerait des quantités suffisantes pour garantir la mort tout en empêchant quiconque de survivre assez longtemps pour alerter les autorités ou interférer avec son évasion planifiée. Selon les rapports d'autopsie réalisés par le docteur Étienne Dubois, archivé à la faculté de médecine de l'université de Poitiers, les niveaux d'arsenic trouvés dans les corps de la famille Lemoine indiquaient que Clara avait utilisé entre 3 et 4 fois la dose létale minimale pour chaque victime, garantissant que la mort se produirait assez rapidement pour empêcher toute intervention médicale, tout en fournissant une marge d'erreur suffisante pour tenir compte des variations du poids corporel individuel et de la tolérance au poison. Sa méthode d'incorporer l'arsenic dans plusieurs plats, le mélangeant directement dans la sauce de canard, le pliant dans les préparations de légumes et même l'ajoutant à la pâte à gâteau, démontrait une compréhension qu'un empoisonnement complet nécessitait de multiples systèmes de livraison qui garantiraient que chaque membre de la famille recevrait des doses mortelles indépendamment de leurs préférences alimentaires individuelles ou de leurs habitudes de consommation. La phase de préparation finale, le 15 novembre 1847, a exigé que Clara maintienne un contrôle émotionnel parfait, tout en menant simultanément des tâches de cuisine de routine et en exécutant le meurtre de masse le plus complexe de l'histoire de France, sa capacité à fonctionner normalement, tout en étant entourée de ses victimes visées, révélant la transformation psychologique qui avait converti le deuil maternel en quelque chose de plus dur et de plus ciblé que l'émotion humaine ordinaire. Selon le témoignage de la domestique Marie, conservé dans les registres du tribunal de la Charente-Maritime, Clara a travaillé avec un calme inhabituel tout au long de la journée, préparant le dernier repas de la famille avec la même attention aux détails qui avaient caractérisé sa cuisine pendant 11 ans, tout en ajoutant secrètement des quantités précises d'arsenic à chaque plat qui ornerait la table des Lemoine ce soir-là. Sa sélection du menu du soir reflétait à la fois des considérations pratiques sur la distribution du poison et des choix symboliques qui transformeraient le dernier souper de la famille en une cérémonie de justice. Le canard représentait le luxe construit sur le travail volé, le vin importé symbolisait la richesse extraite par la servitude humaine, et le gâteau élaboré marquait la célébration d'un mode de vie qui était sur le point de prendre fin de manière permanente grâce à l'application systématique de connaissances chimiques qu'aucun propriétaire de plantation n'avait jamais imaginé que sa propriété pourrait posséder. L'état psychologique de Clara pendant les dernières heures avant le meurtre de masse a démontré la transformation complète de quelqu'un qui avait dépassé les émotions conventionnelles pour entrer dans un royaume où seule la justice importait, sa sérénité apparente masquant l'intensité ciblée de quelqu'un qui comprenait qu'elle était sur le point de changer non seulement sa propre vie, mais la compréhension entière de ce que les personnes esclaves étaient capables d'accomplir lorsque les circonstances les poussaient au-delà du point de rupture où la survie exigeait la soumission. Selon les entrées de journal fragmentaires laissées par Marie-Anne Lemoine, découvertes lors de la rénovation de 1934 de la maison de la plantation, Clara semblait inhabituellement paisible le 15 novembre, travaillant avec une efficacité et une attention aux détails qui impressionnaient même la maîtresse de plantation qui avait passé des années à critiquer sa performance domestique. Ce que Marie-Anne a interprété comme la preuve d'une meilleure attitude et d'un plus grand dévouement au service de la famille
était en fait le calme de quelqu'un qui avait réussi à achever des années de planification et exécutait maintenant la phase finale d'une vengeance si parfaitement conçue qu'elle éliminerait toute une maisonnée tout en lui donnant suffisamment de temps pour une évasion qui pourrait la mener à la liberté et la transformer de propriété en légende. La femme qui avait été forcée de voir ses filles disparaître dans les rouages de l'esclavage était sur le point de démontrer que la patience, l'intelligence et l'engagement absolu envers la justice pouvaient surmonter n'importe quelle quantité de privilèges sociaux ou de protection légale que la société blanche utilisait pour protéger les auteurs de destruction familiale systématique. Le dernier repas de la famille Lemoine a commencé à 19h30, précise le 15 novembre 1847, avec le rituel élaboré qui caractérisait les repas de plantation, des coupes de cristal reflétant la lumière des chandelles, de la porcelaine importée, exposant les plats soigneusement préparés du soir, et une conversation qui révélait la cruauté désinvolte de personnes qui n'avaient jamais remis en question leur droit de posséder d'autres êtres humains comme propriété. Selon la reconstruction détaillée menée par les enquêteurs de la Charente-Maritime, archivée à la Société historique de la Charente-Maritime, les 12 membres de la famille qui se sont rassemblés autour de la table en acajou représentaient 3 générations de richesses construites sur le travail volé. Le juge Auguste et sa femme Marie-Anne, leurs 4 enfants adultes avec leurs conjoints et 4 petits-enfants dont les âges variaient de 8 à 16 ans. Les sujets de conversation du soir conservés dans le témoignage des domestiques esclaves survivants révélaient les plans de la famille pour étendre leurs avoirs en propriété humaine par l'achat de familles supplémentaires à la prochaine vente aux enchères d'esclaves de Noël. Leurs discussions désinvoltes sur l'achat et la vente d'êtres humains démontrant la corruption morale complète qui caractérisait une société où les enfants pouvaient être achetés comme du bétail et les mères n'avaient aucun droit légal de protéger leur famille de la séparation. Les premiers symptômes de l'empoisonnement à l'arsenic ont commencé à se manifester environ 45 minutes après le début du repas, lorsque Léonie Lemoine, 8 ans, s'est plainte de douleurs à l'estomac et a commencé à vomir avec une telle violence que sa mère a initialement attribué la maladie à une suralimentation plutôt qu'à l'empoisonnement systématique qui attaquait déjà les systèmes digestifs et nerveux de chaque membre de la famille. Selon l'analyse médicale du docteur Dubois conservée aux archives médicales de l'Université de Poitiers, l'empoisonnement à l'arsenic suit une progression prévisible qui commence par une détresse gastro-intestinale avant de progresser vers des crampes musculaires, une insuffisance cardiovasculaire et finalement la mort par collapsus respiratoire, un processus qui prend généralement entre 1 et 3 heures selon le dosage et la condition physique de la victime. Les symptômes de Léonie ont servi de signal d'alerte précoce qui n'a pas été entendu, car les hypothèses racistes de la famille les empêchaient de considérer que leur domestique de confiance pouvait posséder les connaissances et la motivation nécessaires pour un meurtre de masse livré avec une précision scientifique. La progression de la maladie individuelle à la crise collective s'est produite avec l'inévitabilité mécanique d'une réaction chimique, l'empoisonnement de chaque membre de la famille, suivant la même voie biologique que Clara avait étudiée et planifiée, avec l'attention méthodique de quelqu'un dont la vengeance exigeait une exécution parfaite. Le chaos de la salle à manger qui a éclaté, alors que l'arsenic attaquait systématiquement les systèmes nerveux de 12 victimes, a créé un spectacle d'horreur qui a dépassé tout ce qui figurait dans les annales du crime français, alors que les derniers instants de la famille Lemoine se déroulaient avec la lenteur agonisante de personnes qui comprenaient qu'elles étaient en train de mourir, mais ne pouvaient pas comprendre comment leur maisonnée de confiance avait été transformée en une chambre d'exécution. Selon le témoignage fourni par les domestiques esclaves qui ont été témoins des affres de la mort de la famille, conservés dans les registres du tribunal de la Charente-Maritime, les souffrances des victimes suivaient des schémas qui suggéraient que Clara avait calibré ses dosages pour maximiser l'agonie, tout en veillant à ce que la mort se produise assez rapidement pour empêcher toute intervention médicale ou résistance organisée à son évasion planifiée. Le juge Auguste a connu l'horreur intellectuelle de quelqu'un dont la formation juridique lui a permis de comprendre la nature systématique de ce qui se passait, tandis que son corps empoisonné l'empêchait de prendre toute mesure pour sauver sa famille ou capturer leur tueuse. Les dernières minutes de Marie-Anne Lemoine ont été passées non pas dans la prière ou le réconfort familial, mais dans la fureur raciste de quelqu'un qui ne pouvait pas accepter que sa propriété les déjouait si complètement.
ces derniers mots étant, selon les rapports, des malédictions dirigées contre Clara plutôt que des expressions d'amour pour les enfants et les petits-enfants qui mouraient à ses côtés. La complicité silencieuse des autres personnes esclaves pendant l'agonie de la mort de la famille Lemoine a révélé la profondeur de la haine que l'oppression systématique avait créée au sein de la communauté esclave de la plantation, car les domestiques esclaves qui avaient servi la famille pendant des décennies ont choisi d'être témoins de leurs souffrances plutôt que de tenter des efforts de sauvetage qui auraient pu sauver des vies ou alerter les autorités de l'évasion de Clara. Selon le témoignage conservé dans de multiples sources d'archives, les personnes esclaves qui ont observé la mort de la famille ont maintenu un silence parfait tout au long de la soirée, n'appelant pas d'aide médicale et ne tentant pas d'aider les victimes, dont les hypothèses racistes les avaient empêchés d'anticiper que leur propriété humaine pouvait posséder l'intelligence et la motivation nécessaires pour une vengeance systématique. Cette décision collective de laisser l'empoisonnement se dérouler sans intervention représentait non seulement des choix individuels, mais un jugement communautaire sur les crimes de la famille Lemoine contre les personnes noires, leur silence unifié servant à la fois d'assistance pratique pour l'évasion de Clara et de verdict symbolique sur la justice d'éliminer des personnes qui avaient construit leur richesse grâce à la destruction systématique de familles noires. Le refus des domestiques esclaves de fournir de l'aide pendant les dernières heures de la famille a démontré que la vengeance de Clara avait un soutien plus large au sein de la communauté esclave, que les autorités ne le reconnaîtraient jamais officiellement, créant une conspiration du silence qui protégerait son évasion tout en garantissant que les morts de la famille Lemoine seraient rappelés comme des exemples des conséquences qui attendaient quiconque sous-estimait l'intelligence, la patience et la capacité de vengeance systématique possédées par des personnes qui avaient été légalement définies comme des propriétés, mais conservaient toute la gamme des capacités humaines, y compris la capacité de planifier et d'exécuter une justice parfaite lorsque les circonstances les poussaient au-delà du point de rupture où la survie exigeait la soumission. La disparition de Clara du domaine des Lemoine a démontré la planification sophistiquée qui avait caractérisé chaque aspect de sa vengeance systématique, alors qu'elle s'est évanouie dans la nuit de la Charente-Maritime avec la précision de quelqu'un qui avait passé des mois à étudier les itinéraires d'évasion, à rassembler des ressources et à établir des liens avec le réseau du chemin de fer clandestin qui la mènerait de l'esclavage à la liberté. Selon le rapport d'enquête déposé par le shérif de la Charente-Maritime, Thomas Berger, archivé aux archives départementales de la Charente-Maritime, les préparatifs d'évasion de Clara avaient été menés avec une attention si méticuleuse aux détails que les autorités ont trouvé des preuves de planification qui remontaient à au moins 6 mois, des caches cachées de vêtements, de nourriture et d'argent positionnés le long de plusieurs itinéraires potentiels, des documents de voyage falsifiés qui lui permettraient de se déplacer à travers les départements d'esclaves sans éveiller les soupçons, et plus remarquablement, des cartes détaillées qui montraient non seulement des caractéristiques géographiques, mais des emplacements spécifiques de maisons sûres, de contacts sympathiques et de traversées de rivières qui pourraient faciliter le mouvement vers le nord. Son choix de commencer l'évasion pendant l'agonie de la mort de la famille Lemoine a démontré une pensée stratégique qui a priorisé un temps d'avance maximal sur la satisfaction émotionnelle, comprenant que regarder ses victimes souffrir fournirait moins d'avantages à long terme que d'utiliser leurs dernières heures pour établir une longueur d'avance insurmontable qui rendrait la poursuite presque impossible. L'itinéraire que Clara a suivi lors de sa fuite initiale de La Rochelle a révélé sa compréhension sophistiquée de la géographie de la Charente-Maritime et des défis pratiques de se déplacer à travers un territoire hostile où toute personne noire voyageant seule attirerait une attention mortelle de la part des patrouilles d'esclaves, des autorités locales et des chasseurs de primes qui gagnaient des récompenses substantielles pour la capture de biens fugitifs. Selon l'analyse de suivi menée par des chasseurs d'esclaves professionnels, embauchés par la succession du juge Lemoine, conservée dans les collections de la Société historique de La Rochelle, Clara s'était initialement déplacée vers le nord-est, en direction de Saintes avant de revenir vers le sud, puis de suivre la Charente vers le nord en direction d'Angoulême, son itinéraire conçu pour semer la confusion chez les poursuivants, tout en profitant du commerce fluvial qui pouvait fournir à la fois transport et camouflage pour quelqu'un dont les documents falsifiés l'identifiaient comme une femme libre voyageant pour rendre visite à des parents dans la région du Limousin. La complexité délibérée de son chemin
indiquaient non seulement des connaissances géographiques, mais une compréhension psychologique de la façon dont les efforts de recherche seraient organisés et où les autorités concentreraient leur attention, ces mouvements calculés pour exploiter les hypothèses et les limitations qui guideraient les efforts de poursuite officielle, tout en maximisant ses opportunités d'atteindre les connexions du chemin de fer clandestin qui pourraient de faciliter un mouvement plus au nord. Les preuves physiques des préparatifs d'évasion de Clara ont révélé à quel point elle avait transformé la plantation des Lemoine en son dépôt d'approvisionnement personnel, accumulant systématiquement des ressources pour la fuite tout en maintenant l'apparence d'un service loyal qui empêchait la détection par les membres de la famille qui la considéraient comme une propriété fiable plutôt que comme une menace potentielle. Selon l'inventaire mené par les administrateurs de la succession, archivé dans les registres du tribunal des successions de la Charente-Maritime, Clara avait volé environ 1700 francs en espèces et en bijoux au cours des mois précédents, une richesse significative qui reflétait une sélection minutieuse d'articles qui pouvaient être facilement transportés et convertis en monnaie pendant son voyage vers le nord. Son vol avait été mené avec une telle subtilité que les objets manquants n'ont été découverts qu'après son évasion, la nature systématique du pillage révélant quelqu'un qui comprenait qu'une fuite réussie exigeait non seulement des connaissances géographiques, mais des ressources financières suffisantes pour acheter de la nourriture, un hébergement et un transport pendant un voyage qui pourrait prendre des semaines ou des mois à accomplir. Plus remarquablement, Clara avait réussi à voler et à falsifier des documents de voyage qui l'identifiaient comme Clara Dubois, une femme de couleur libre de Bordeaux, voyageant pour rendre visite à sa famille dans l'Orléanais, des papiers suffisamment sophistiqués pour passer une inspection occasionnelle, tout en fournissant des explications plausibles pour sa présence dans des zones où les personnes esclaves ne se trouveraient normalement pas sans supervision blanche. La transformation psychologique qui a permis à Clara d'exécuter son plan d'évasion tout en commettant simultanément un meurtre de masse a démontré l'évolution complète de quelqu'un qui avait dépassé les émotions conventionnelles pour atteindre un état mental où seule la justice systématique et la survie personnelle importaient suffisamment pour justifier les énormes risques associés à la fuite de l'esclavage. Selon le témoignage des propriétaires de plantations voisines, conservées dans la collection des registres des plantations de la Charente-Maritime, Clara avait maintenu un contrôle émotionnel parfait tout au long des mois précédant son évasion, ne montrant aucun signe de la colère, du désespoir ou du comportement inhabituel qui aurait pu alerter les autorités sur ses activités de planification ou avertir la famille Lemoine de leur malheur imminent. Sa capacité à fonctionner normalement, tout en menant des préparatifs élaborés pour le meurtre et l'évasion, a révélé la discipline psychologique de quelqu'un dont la capacité de planification à long terme dépassait tout ce que la société blanche avait imaginé possible de la part de personnes qu'elle avait définies comme une propriété intellectuellement inférieure. La femme qui avait été forcée de voir ses filles disparaître dans les rouages de l'esclavage s'était transformée en quelque chose qu'aucun système de sécurité de plantation ne pouvait anticiper ou défendre. Une stratège dont l'accumulation patiente de connaissances, de ressources et de connexions avait créé la base pour une vengeance et une évasion qui feraient d'elle la fugitive la plus recherchée de l'histoire de France, tout en démontrant que les personnes esclaves possédaient des capacités de résistance systématique qui remettaient en question chaque hypothèse sur laquelle le système de plantation avait été construit. La découverte de 12 corps disposés autour de la table à manger de la famille Lemoine au matin du 16 novembre 1847 a créé une scène de crime, si sans précédent que les autorités locales ont initialement eu du mal à comprendre ce à quoi elles assistaient, leur enquête révélant non seulement un meurtre de masse, mais des preuves d'une sophistication de planification qui remettait en question les hypothèses fondamentales sur les capacités intellectuelles des personnes esclaves et leur potentiel de résistance organisée. Selon le rapport officiel déposé par le shérif de la Charente-Maritime, Thomas Berger, archivé à la Société historique de la Charente-Maritime, l'évaluation initiale s'est concentrée sur des causes possibles allant d'une intoxication alimentaire à une attaque externe par des abolitionnistes ou d'autres ennemis du système de plantation, la nature systématique des décès suggérant soit une coïncidence extraordinaire, soit une action délibérée qui exigeait des connaissances techniques bien au-delà de ce que les responsables de l'application de la loi croyaient possible pour une femme esclave ignorante. Les preuves physiques découvertes dans toute la maison, résidus d'arsenic dans les ustensiles de cuisine,
caches cachées de poison et notes détaillées sur les calculs de dosage écrites de la main soignée de Clara ont progressivement forcé les enquêteurs à faire face à la réalité troublante que leurs hypothèses initiales sur l'identité et les capacités de l'auteur n'étaient pas seulement erronées, mais dangereusement naïves sur la vraie nature du potentiel de résistance qui existait au sein de la communauté esclave. L'interrogatoire des personnes esclaves survivantes a révélé un mur de silence qui a impressionné même les autorités expérimentées qui avaient passé des décennies à gérer la propriété humaine et à comprendre la psychologie des personnes qui avaient été légalement définies comme des possessions plutôt que comme des personnes dotées d'une agence morale indépendante. Selon le témoignage conservé dans les registres du tribunal de la Charente-Maritime, pas un seul domestique esclave n'a fourni d'informations utiles sur les activités de planification de Clara, son itinéraire d'évasion ou l'emplacement des ressources qui avaient de toute évidence été accumulées au cours de mois de préparation minutieuse, leur refus unifié de coopérer créant une conspiration du silence qui a démontré à la fois la profondeur de la haine que l'oppression systématique avait créée et le niveau de soutien communautaire que la vengeance de Clara avait généré parmi les personnes qui considéraient l'élimination de la famille Lemoine comme une justice plutôt qu'un crime. Ce qui était le plus frustrant pour les enquêteurs, c'est qu'ils reconnaissaient de plus en plus que le silence des personnes esclaves ne reflétait pas l'ignorance ou la peur, mais une prise de décision calculée par des individus qui possédaient une compréhension claire des conséquences juridiques, mais avaient choisi de privilégier la loyauté communautaire plutôt que la sécurité personnelle, leur choix de protéger Clara révélant des cadres moraux qui fonctionnaient indépendamment de l'autorité blanche et reconnaissaient des normes de justice différentes de celles incarnées dans les institutions d'application de la loi conçues pour protéger les intérêts des plantations. La découverte la plus choquante a émergé lorsque les autorités ont étendu leur enquête au-delà du domaine des Lemoine et ont commencé à examiner les morts non résolues dans d'autres propriétés de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, découvrant des preuves que Clara avait mené une campagne systématique de meurtres de masse qui s'étendait sur plusieurs départements et démontrait une sophistication de meurtres en série qui dépassait tout ce qui figurait dans l'histoire criminelle de France. Selon les rapports d'enquête recoupés conservés aux archives départementales des Deux-Sèvres, au moins 3 autres familles de plantations étaient mortes dans des circonstances remarquablement similaires à l'empoisonnement des Lemoine. La famille Moreau à Angoulême en 1844, la maisonnée Durand près de La Rochelle en 1845 et la famille Bernard à Saintes en 1846, chaque cas impliquant l'empoisonnement à l'arsenic de maisonnées entières, tandis que les domestiques de confiance disparaissaient sans explication ni trace. Le schéma qui a émergé de l'analyse comparative a révélé que Clara se déplaçait dans le sud de la France sous différentes identités, cherchant un emploi de cuisinière ou de domestique, gagnant la confiance grâce à un service compétent, puis éliminant des familles entières, avant de disparaître dans les réseaux du chemin de fer clandestin qui facilitaient le mouvement vers de nouveaux emplacements où le processus pouvait être répété avec une précision mortelle. La révélation que Clara n'était pas une criminelle isolée, mais une tueuse en série dont les méthodes avaient été affinées par des années de pratique, a transformé l'enquête d'une poursuite de fugitifs de routine en une chasse à l'homme d'une ampleur et d'une intensité sans précédent, car les autorités de tout le sud de la France ont commencé à comprendre qu'elles avaient affaire à quelqu'un dont les capacités dépassaient de loin tout ce que leur système de sécurité avait été conçu pour détecter ou prévenir. Selon la correspondance entre les gouverneurs de départements conservés aux Archives nationales de France, l'affaire Clara a forcé une réévaluation fondamentale des hypothèses sur le potentiel intellectuel des personnes esclaves et leur capacité de résistance, son élimination systématique de plusieurs familles de plantations, fournissant des preuves indéniables que les personnes qui avaient été légalement définies comme une propriété possédaient des capacités de pensée stratégiques, des connaissances techniques et des compétences organisationnelles qui les rendaient bien plus dangereuses que toute menace externe au système de plantation. Les conclusions de l'enquête ont remis en question non seulement les méthodes d'application de la loi, mais l'ensemble de la fondation idéologique de l'esclavage, forçant la société blanche à faire face à la possibilité que leur propriété humaine puisse inclure des individus dont l'intelligence, la patience et l'engagement envers la vengeance systématique les rendaient capables d'éliminer leurs oppresseurs avec une précision scientifique, tout en évitant la capture grâce au réseau du chemin de
fer clandestin qui fournissait à la fois une assistance pratique et une validation morale, pour des personnes dont la résistance avait évolué au-delà des tentatives d'évasion individuelle pour devenir une guerre systématique contre l'institution qui avait volé leur famille et les avait réduites à du matériel agricole dans les calculs financiers de quelqu'un d'autre. La chasse à l'homme pour Clara Dubois est devenue la poursuite de fugitives la plus intensive de l'histoire de la France d'avant la Révolution, alors que les autorités de tout le sud de la France ont mobilisé des ressources qui dépassaient tout ce qui avait été précédemment engagé pour capturer des personnes esclaves évadées, leurs efforts reflétant à la fois la nature sans précédent de ces crimes et la menace existentielle que son succès représentait pour les systèmes de sécurité des plantations dans toute la région. Selon les registres tenus par la gendarmerie départementale de la Charente-Maritime, archivés aux archives départementales de la Charente-Maritime, l'opération de recherche comprenait des chasseurs d'esclaves professionnels, des unités de milices locales, des maréchaux fédéraux et des groupes de volontaires qui représentaient collectivement la plus grande mobilisation des forces de l'ordre de l'histoire du sud de la France avant la Révolution. La récompense de 25 000 francs offerte par la succession Lemoine, équivalent à environ 150 000 € en monnaie contemporaine, a attiré des chasseurs de primes d'aussi loin que Toulouse et Paris, créant un réseau de chercheurs dont l'intensité et la portée géographique reflétaient la compréhension de la société blanche que l'évasion de Clara servirait d'inspiration pour les personnes esclaves de tout le sud de la France, tout en démontrant que la résistance systématique était possible même dans les circonstances les plus oppressives. L'impact psychologique de l'évasion de Clara sur les communautés de plantations voisines a révélé la profondeur de la peur que sa vengeance systématique avait créée parmi les propriétaires d'esclaves qui ont soudainement réalisé que leurs domestiques de confiance pouvaient posséder les connaissances, la motivation et les connexions nécessaires pour un meurtre de masse livré avec une précision scientifique. Selon la correspondance privée entre les propriétaires de plantations, conservée dans de multiples collections d'archives dans tout le sud de la France, le succès de Clara avait déclenché une paranoïa généralisée quant à la loyauté et aux dangers potentiels posés par les personnes esclaves qui avaient auparavant été considérées comme complètement soumises et dignes de confiance, forçant des changements fondamentaux dans les arrangements de sécurité des maisonnées qui reflétaient une nouvelle compréhension des capacités de résistance qui remettait en question chaque hypothèse sur laquelle le système de plantation avait été construit. De nombreuses familles de plantation ont commencé à employer des goutteurs, à restreindre l'accès aux zones de cuisine et à effectuer des recherches régulières dans les quartiers des personnes esclaves pour des produits chimiques, des armes ou d'autres matériaux qui pourraient être utilisés pour une vengeance systématique. Leurs mesures défensives révélant à quel point l'exemple de Clara avait altéré la dynamique de base des relations maître-esclave dans toute la région. Le réseau du chemin de fer clandestin qui a facilité le mouvement vers le nord de Clara a démontré une organisation et des protocoles de sécurité sophistiqués qui avaient été développés grâce à des décennies d'expérience pour déplacer des personnes esclaves fugitives à travers un territoire hostile où la capture signifiait la mort ou un retour à des conditions pires que celles qu'elles avaient fuies. Selon la correspondance codée conservée aux archives de l'Université de Rouen, l'affaire de Clara a reçu une assistance prioritaire de la part des conducteurs du chemin de fer clandestin qui comprenaient que son évasion réussie fournirait une inspiration pour une résistance systématique, tandis que sa capture servirait d'exemple dissuasif sur la futilité de défier l'autorité de la plantation par une action individuelle plutôt que par une organisation collective. La décision du réseau de donner la priorité au transport de Clara reflétait non seulement une préoccupation humanitaire, mais un calcul politique sur l'importance symbolique de s'assurer que quelqu'un qui avait démontré des capacités de résistance aussi sophistiquées atteindrait la liberté et la sécurité, plutôt que d'être renvoyé à l'esclavage, où sa torture et son exécution serviraient de propagande pour l'invincibilité du système de plantation. La trace du mouvement vers le nord de Clara à travers le Limousin, la Touraine et l'Orléanais a révélé à quel point les opérations du chemin de fer clandestin avaient évolué en des réseaux de renseignement sophistiqués qui pouvaient déplacer des fugitifs de haute priorité à travers un territoire hostile tout en maintenant des protocoles de sécurité qui empêchaient la capture ou la trahison par des infiltrés travaillant pour les autorités du sud de la France. Selon les registres des stations tenues par les conducteurs du chemin de fer clandestin,
Conservé aux archives du Musée national d'histoire de l'immigration, le voyage de Clara a nécessité la coordination entre des dizaines d'agents qui ont fourni des maisons sûres, des transports, des documents falsifiés et des escortes de sécurité à travers les portions les plus dangereuses de son itinéraire où les chasseurs d'esclaves professionnels concentrèrent leurs efforts pour intercepter les fugitifs, avant qu'ils ne puissent atteindre un territoire libre. Le succès de son opération d'évasion a démontré que le chemin de fer clandestin avait évolué bien au-delà du réseau d'assistance informelle que les autorités du sud de la France avaient imaginé, devenant à la place une organisation de résistance sophistiquée dont les capacités à déplacer des personnes et des informations remettaient en question la capacité du système de plantation à maintenir le contrôle sur sa propriété humaine par des mesures de sécurité traditionnelles qui supposaient que les personnes esclaves n'avaient pas accès à une assistance externe ou à un soutien organisationnel. L'intensification des efforts de poursuite, alors que Clara approchait d'un territoire libre, reflétait la compréhension des autorités que son évasion réussie la transformerait d'une criminelle individuelle en un symbole de résistance dont l'histoire se propagerait dans toute la communauté esclave et inspirerait des défis systématiques à l'autorité de la plantation qui pourraient menacer l'ensemble de la fondation économique de la société du sud de la France. Selon les rapports des maréchaux fédéraux conservés aux Archives nationales de France, la phase finale de la poursuite de Clara a impliqué la coordination entre les autorités départementales et fédérales qui comprenaient que son cas avait des implications s'étendant bien au-delà de l'application de la loi individuelle pour poser des questions sur la viabilité à long terme de l'esclavage dans une nation où les personnes esclaves possédaient des capacités démontrées de résistance systématique qui pouvaient éliminer leurs oppresseurs tout en évitant la capture grâce à des réseaux de soutien sophistiqués. Les ressources engagées pour la capture de Clara ont révélé la reconnaissance de la société blanche que son évasion ne représentait pas seulement un succès individuel, mais une preuve de concept pour des méthodes de résistance qui pourraient être étudiées, adaptées et reproduites par d'autres personnes esclaves, dont les griefs accumulés pourraient éventuellement s'exprimer par une violence systématique qu'aucune quantité de protection légale ou de privilège social ne pourrait détourner ou survivre. La confrontation finale entre Clara Dubois et ses poursuivants a eu lieu sur les quais de Nantes en décembre 1847, où les maréchaux fédéraux et les chasseurs d'esclaves professionnels l'avaient finalement traquée jusqu'à une pension de famille gérée par des conducteurs du chemin de fer clandestin qui la préparaient pour la dernière étape de son voyage vers le Canada et la liberté permanente. Selon le rapport détaillé déposé par le maréchal français Guillaume Dubois, archivé aux Archives nationales de France, la découverte de l'emplacement de Clara a résulté d'informations fournies par un agent du chemin de fer clandestin capturé qui avait été torturé pour révéler les emplacements des maisons sûres et les identités des fugitifs de haute priorité qui étaient déplacés à travers le corridor de Nantes. Le raid sur la pension de famille a démontré à quel point les autorités fédérales avaient mobilisé des ressources pour la capture de Clara. Leur opération, impliquant non seulement du personnel d'application de la loi, mais aussi des propriétaires de plantations du sud de la France qui avaient voyagé vers le nord spécifiquement pour assister à l'appréhension de quelqu'un dont la vengeance systématique avait terrorisé toute la communauté des propriétaires d'esclaves et dont l'évasion avait inspiré les personnes esclaves de tout le sud de la France à croire que la résistance était possible, même dans les circonstances les plus oppressives. La poursuite qui a suivi l'évasion de Clara de la maison sûre perquisitionnée a révélé à la fois son ingéniosité extraordinaire et la préparation sophistiquée qui avait caractérisé chaque aspect de ses activités de résistance, alors qu'elle évitait la capture grâce au réseau clandestin de Nantes, tout en se dirigeant vers les quais de la Loire, où les bateaux à vapeur en direction du nord offraient la possibilité d'atteindre le Canada avant que les autorités ne puissent coordonner des efforts de poursuite efficaces. Selon le témoignage oculaire conservé dans les archives de la Société historique de Nantes, la fuite de Clara à travers la ville a démontré une connaissance intime des itinéraires d'évasion et des emplacements des maisons sûres du chemin de fer clandestin qui suggéraient des mois de planification préalable et de coordination avec des réseaux de résistance dont la sophistication dépassait tout ce que les responsables de l'application de la loi avaient anticipé. Sa capacité à rester en avance sur les pisteurs professionnels tout en naviguant en territoire inconnu
a révélé non seulement une capacité individuelle, mais aussi un accès à l'assistance d'agents du chemin de fer clandestin qui comprenaient que son évasion réussie servirait de preuve que la résistance systématique pouvait surmonter n'importe quelle quantité d'autorité légale ou de privilèges social que la société blanche utilisait pour protéger les intérêts des plantations. Les derniers instants de la poursuite de Clara ont eu lieu au bord de la Loire à Nantes, où elle s'est retrouvée piégée entre les maréchaux fédéraux qui avançaient et la Loire dont les eaux glacées de décembre offraient la seule avenue d'évasion restante d'une capture qui entraînerait inévitablement son retour à l'esclavage et son exécution comme exemple pour d'autres personnes esclaves qui pourraient envisager des actes similaires de résistance systématique. Selon le récit détaillé fourni par le maréchal Dubois, le comportement de Clara pendant ces derniers instants suggérait quelqu'un qui avait dépassé la peur ou le désespoir conventionnel pour atteindre un état psychologique où la mort représentait une alternative préférable à un réesclavage qui détruirait non seulement sa liberté individuelle, mais aussi le pouvoir symbolique de son exemple de résistance. Sa décision apparente de choisir la mort plutôt que la capture reflétait la transformation complète de quelqu'un qui avait évolué de propriété à agent de forces historiques qui exigeait un paiement pour la destruction familiale systématique, sa volonté de mourir plutôt que de se soumettre, démontrant le genre d'engagement absolu envers la justice qui transcendait les instincts de survie individuelle et servait des objectifs plus larges qui s'étendaient bien au-delà de la libération personnelle. La controverse entourant le suicide apparent de Clara par noyade a persisté pendant plus de 170 ans, avec des preuves suggérant que sa mort aurait pu être mise en scène pour faciliter son évasion plutôt que de représenter l'élimination réelle de quelqu'un dont l'intelligence et la détermination en avaient fait la fugitive la plus recherchée de l'histoire de France. Selon les incohérences documentées dans les rapports officiels, archivés dans de multiples collections institutionnelles, les témoignages oculaires du dernier plongeon de Clara dans la Loire contenaient des divergences sur le moment, l'emplacement et les preuves physiques qui suggéraient soit une tromperie coordonnée, soit une dissimulation officielle conçue pour mettre fin à des efforts de poursuite embarrassants qui avaient démontré l'incapacité des forces de l'ordre à capturer quelqu'un dont les capacités de résistance dépassaient tout ce que leur système avait été conçu pour gérer. L'absence du corps de Clara, malgré des efforts de recherche approfondis, combinés à des observations ultérieures de femmes correspondant à sa description à Bordeaux, Orléans et Paris, a créé une spéculation persistante selon laquelle sa mort apparente avait été soigneusement orchestrée, pour lui permettre d'assumer une nouvelle identité tout en fournissant aux autorités une conclusion salvatrice à des efforts de poursuite qui avaient révélé l'insuffisance des mesures de sécurité traditionnelles lorsqu'elles étaient confrontées à une résistance systématique livrée par quelqu'un dont l'intelligence et les capacités de planification remettaient en question les hypothèses fondamentales sur le potentiel des personnes esclaves à une rébellion organisée contre le système de plantation. L'enquête sur la mort apparente de Clara a révélé des incohérences qui suggéraient soit une intervention surnaturelle, soit une tromperie soigneusement orchestrée, conçue pour faciliter son évasion, tout en fournissant aux autorités une conclusion politiquement acceptable aux efforts de poursuite qui avaient démontré l'insuffisance de l'application de la loi traditionnelle lorsqu'elle était confrontée à une résistance systématique, livrée par quelqu'un dont les capacités dépassaient tout ce que le système de sécurité de la plantation avait été conçu pour gérer. Selon le rapport du médecin légiste déposé par les autorités du département de la Loire-Atlantique, archivé à la Société historique de Nantes, la recherche du corps de Clara s'est poursuivie pendant 3 semaines après sa noyade apparente, impliquant des plongeurs professionnels, des dragueurs de rivière et un examen systématique des zones de rivage où les courants auraient pu déposer les restes, mais aucune preuve physique de sa mort n'a jamais été retrouvée malgré des conditions d'eau qui auraient dû produire un cadavre dans les jours suivant la noyade. L'absence de son corps a créé une spéculation persistante quant à savoir si Clara était réellement morte ou avait mis en scène son suicide apparent pour faciliter son évasion vers une nouvelle identité qui lui permettrait de continuer sa campagne systématique contre les familles de plantation, tout en opérant sous le couvert d'une mort officielle qui mettrait fin aux efforts de poursuite et lui donnerait la liberté de développer des méthodes de résistance encore plus sophistiquées. Les observations de femmes correspondant à la description de Clara,
qui ont commencé à apparaître dans les registres du chemin de fer clandestin dans les mois suivant sa mort apparente, suggéraient soit une coïncidence remarquable, soit la preuve que la fugitive la plus recherchée de l'histoire de France avait réussi à feindre son élimination tout en continuant son mouvement vers le nord en direction du Canada et de la liberté permanente. Selon la correspondance codée conservée aux archives de l'Université de Rouen, les conducteurs du chemin de fer clandestin à Orléans ont signalé avoir aidé une femme identifiée comme Clara Dubois, qui possédait une connaissance détaillée des opérations des plantations du sud de la France, une compréhension sophistiquée de la chimie et de la toxicologie et des caractéristiques physiques qui correspondaient étroitement aux descriptions de Clara diffusées par les autorités fédérales tout au long de l'opération de poursuite. L'apparente familiarité de la femme avec les protocoles du chemin de fer clandestin, combinée à son insistance à voyager seule et à son refus de fournir des informations détaillées sur ses antécédents, a créé la suspicion qu'elle pourrait être la fugitive supposément noyée dont la vengeance systématique avait inspiré les personnes esclaves de tout le sud de la France, tout en terrorisant la communauté des plantations qui avait sous-estimé son intelligence, sa patience et sa capacité de violence, systématique livrée avec une précision scientifique. La preuve la plus convaincante de la survie de Clara a émergé des registres de la police de Paris, documentant l'arrestation en 1853 d'une femme identifiée comme Clara Dubois pour la mort suspecte de son employeur, le riche marchand de Nantes, Pierre Dupont, dont la maisonnée avait été retrouvée morte dans des circonstances remarquablement similaires aux empoisonnements de plantation qui avaient caractérisé la campagne systématique de Clara dans tout le sud de la France. Selon le rapport d'enquête conservé aux archives de la Société historique de Paris, la mort de la famille Dupont présentait les mêmes schémas d'empoisonnement à l'arsenic qui avaient tué les familles Lemoine, Moreau, Durand et Bernard, tandis que la disparition ultérieure de Clara Dubois de la garde à vue de la police de Paris a démontré des capacités d'évasion qui suggéraient un accès à des réseaux d'assistance sophistiqués et à des ressources qui dépassaient ce que la plupart des personnes, esclaves fugitives, auraient pu obtenir par des moyens conventionnels. Le moment des meurtres de la famille Dupont, survenant exactement 6 ans après la mort apparente de Clara et suivant les mêmes schémas méthodiques qui avaient caractérisé sa série de meurtres dans le sud de la France, a créé des preuves convaincantes que la tueuse en série la plus sophistiquée de l'histoire de France avait non seulement survécu à sa noyade apparente, mais avait continué sa campagne systématique contre les familles dont la richesse était construite sur l'exploitation d'êtres humains. L'enquête sur l'identité de Clara Dubois a révélé des liens avec les réseaux du chemin de fer clandestin qui avaient auparavant aidé au mouvement vers le nord de Clara, suggérant soit une coïncidence remarquable, soit la confirmation que l'empoisonneuse de Paris était bien la fugitive supposément noyée dont l'intelligence et la détermination en avaient fait une légende parmi les personnes esclaves de tout le sud de la France. Selon le témoignage conservé dans les registres du tribunal de Paris, Clara Dubois possédait une connaissance intime des opérations des plantations du sud de la France, a démontré une compréhension sophistiquée de la chimie et de la toxicologie qui dépassait tout ce qui était disponible par l'éducation conventionnelle et affichait le genre de capacité de planification méthodique qui avait caractérisé la vengeance systématique de Clara contre de multiples familles de plantations. Plus important encore, les preuves physiques trouvées dans la chambre louée par Clara Dubois comprenaient des notes détaillées sur les calculs de dosage, des cartes marquant les emplacements des ménages riches dans tout Paris et de la correspondance avec des agents du chemin de fer clandestin qui avaient déjà été impliqués dans la facilitation de l'évasion de Clara des autorités de Nantes qui l'avaient poursuivie avec une intensité et des ressources sans précédent. Les implications plus larges de la survie possible de Clara s'étendaient bien au-delà de l'activité criminelle individuelle pour poser des questions sur l'efficacité à long terme des méthodes de résistance qui pouvaient être maintenues à travers de multiples identités et emplacements géographiques. Sa transformation potentielle d'une tueuse de plantation du sud de la France en une prédatrice urbaine du nord de la France, démontrant des capacités d'adaptation qui remettaient en question chaque hypothèse sur les limites de la résistance individuelle contre l'oppression systématique. Selon les rapports confidentiels échangés entre les agences d'application de la loi archivées aux Archives nationales de France, l'affaire Clara Dubois avait créé une préoccupation fédérale
quant à la possibilité que d'anciennes personnes esclaves possèdent des capacités d'organisation et des connaissances techniques qui pourraient soutenir une violence systématique contre quiconque dont la richesse était construite sur l'exploitation humaine, leurs méthodes de résistance évoluant pour cibler non seulement les familles de plantation du sud de la France, mais aussi les marchands du nord de la France, dont la prospérité dépendait des relations économiques avec le système d'esclavage. La reconnaissance que Clara aurait pu survivre et adapter ses méthodes aux conditions du nord de la France a forcé les autorités à faire face à la possibilité troublante que la résistance systématique puisse transcender les frontières régionales et continuer indéfiniment tant qu'il existerait des systèmes économiques qui étaient construits sur le principe fondamental que les êtres humains pouvaient être réduits à des propriétés et exploités au profit d'autres qui possédaient un plus grand privilège social et une meilleure protection légale. La transformation de Clara Dubois, d'une mère esclave à une tueuse systématique, nous force à confronter les questions les plus troublantes sur la justice, la résistance et les frontières morales qui séparent la civilisation de la loi primitive de la vengeance qui régit le comportement humain lorsque les systèmes juridiques ne parviennent pas à protéger les familles de la destruction systématique. Son évolution, de propriété en deuil à maîtresse empoisonneuse, révèle comment une exposition prolongée à la séparation familiale et à la déshumanisation systématique peut créer des individus dont la compréhension du bien et du mal fonctionne en dehors des catégories morales conventionnelles, dont les capacités de pensée stratégique et d'innovation technique dépassent de loin tout ce que leurs oppresseurs imaginent possible et dont l'engagement envers la justice transcende la survie personnelle lorsque les circonstances les poussent au-delà du point de rupture où la soumission devient impossible et la vengeance systématique devient inévitable. La mort agonisante de la famille Lemoine autour de leur table à manger en acajou a démontré que l'apparente invulnérabilité, basée sur le privilège social et la protection légale, n'était rien de plus qu'une dangereuse illusion lorsqu'elle était confrontée à quelqu'un dont l'intelligence, la patience et l'engagement absolu envers la justice maternelle avaient été affinés par 11 ans de chagrin en quelque chose de plus dur et de plus mortel que n'importe quelle arme jamais forgée. Les implications plus larges de la campagne systématique de Clara s'étendaient bien au-delà des actes individuels de vengeance pour poser des défis fondamentaux aux fondations idéologiques de l'esclavage, car sa démonstration que les personnes esclaves possédèrent des capacités de planification à long terme, une expertise technique et une résistance organisée a forcé la société blanche à faire face à des vérités inconfortables sur l'intelligence et le potentiel des personnes qu'elle avait légalement définies comme des propriétés plutôt que des personnes. Son succès apparent dans l'élimination de plusieurs familles de plantation, tout en évitant la capture, grâce au réseau du chemin de fer clandestin, a révélé des structures organisationnelles sophistiquées et des capacités de résistance qui remettaient en question chaque hypothèse sur laquelle le système de plantation avait été construit, prouvant que l'oppression systématique crée inévitablement les conditions de sa propre destruction violente lorsqu'elle pousse les victimes au-delà des limites de tolérance de l'endurance humaine. Plus important encore, l'histoire de Clara a fourni l'inspiration et l'instruction pratique aux personnes esclaves de tout le sud de la France qui avaient besoin de preuves que la résistance était possible, que la cruauté systématique pouvait être systématiquement combattue et que l'amour maternel, lorsqu'il était transformé en vengeance maternelle, pouvait surmonter n'importe quelle quantité d'autorité légale ou de contrôle social que la société blanche utilisait pour protéger les auteurs de destruction familiale. Pourtant, le destin ultime de Clara reste l'un des mystères les plus obsédants de l'histoire, avec des preuves suggérant que sa mort apparente dans la Loire aurait pu être soigneusement mise en scène pour faciliter son évasion vers une nouvelle identité, qui lui permettrait de continuer sa résistance systématique contre quiconque dont la richesse était construite sur l'exploitation humaine. Les observations de femmes correspondant à sa description dans tout le centre de la France, combinées à des cas similaires d'empoisonnement qui suivaient ces méthodes distinctives, suggèrent soit une coïncidence remarquable, soit la preuve que la tueuse en série la plus sophistiquée de l'histoire de France s'était transformée avec succès d'une cible de plantation du sud de la France en une prédatrice urbaine du nord de la France, dont les capacités d'adaptation transcendaient les frontières régionales et continuaient indéfiniment. Sa survie et son évolution possible soulèvent des questions troublantes
sur la durabilité à long terme des méthodes de résistance qui pourraient être maintenues à travers de multiples identités et emplacements géographiques, remettant en question les hypothèses contemporaines sur les limites de l'action individuelle contre l'oppression systématique, tout en fournissant un précédent historique pour comprendre comment un traumatisme personnel peut être transformé en un changement social plus large grâce à un engagement soutenu envers la justice qui opère en dehors des canaux légaux. Les questions que l'histoire de Clara pose au public contemporain sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1847. Comment jugeons-nous les actes de violence systématique commis par des personnes qui ont été exclues de la protection légale et ont vu leur famille détruite par des systèmes conçus pour traiter les êtres humains comme des propriétés? Quelle autorité morale les personnes opprimées conservent-elles lorsque les canaux officiels ne fournissent aucun recours pour la séparation familiale et la déshumanisation systématique? Et comment équilibrons-nous notre engagement envers un comportement civilisé avec notre compréhension que certaines circonstances créent des impératifs moraux qui transcendent les frontières juridiques conventionnelles lorsque ces frontières semblent conçues pour protéger les auteurs plutôt que leurs victimes? Qu'en pensez-vous? Clara était-elle une héroïne qui a rendu une justice que le système juridique a refusé de fournir, ou une tueuse dont la vengeance systématique a franchi des frontières morales qui ne devraient jamais être violées, quelle que soit la provocation? Avez-vous rencontré des histoires de résistance dans votre propre communauté qui font écho à la transformation de Clara, de victime à agent de force historique, exigeant un paiement pour l'oppression systématique? Et comment honorons-nous la mémoire des familles séparées tout en empêchant le genre de violence systématique qui crée le besoin d'une vengeance maternelle livrée par le poison et le feu? Si l'histoire de Clara, de l'intelligence transformée en justice imparable, vous a ému, écrasez ce bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que certains actes de résistance transcendent leurs circonstances immédiates pour devenir des symboles permanents du refus de la dignité humaine d'accepter la déshumanisation comme une condition permanente. Abonnez-vous et sonnez cette cloche de notification parce que nous explorons plus de cas où les voix oubliées de l'histoire ont refusé de rester silencieuses et où la justice a pris des formes qui remettaient en question tout ce que la société pensait comprendre sur le pouvoir, la résistance et les liens incassables entre les mères et les enfants. La semaine prochaine, nous plongeons dans l'histoire du conducteur du chemin de fer clandestin qui a utilisé du vin de communion empoisonné pour éliminer les chasseurs d'esclaves. Une autre histoire de quelqu'un qui a découvert que parfois, la résistance la plus efficace vient de transformer les propres symboles sacrés de l'oppresseur en instruments de châtiment divin. L'héritage de Clara hante toujours la Loire, et son histoire nous rappelle qu'aucun système d'oppression, aussi complet ou légalement protégé soit-il, ne peut finalement survivre lorsqu'il détruit des familles et pousse les mères au-delà du point où la survie exige la soumission, créant à la place le genre de rage qui transforme les domestiques en agents de justice dont la patience a été affinée par la souffrance en quelque chose de plus dur et de plus mortel que leurs oppresseurs ne l'avaient jamais imaginé possible. Les rivières savent comment conserver les histoires, et le récit de Clara continue de couler à travers la conscience française comme du poison dans la circulation sanguine, invisible mais mortel, patient mais imparable, transformant tout ce qu'il touche tout en ne laissant aucune trace, sauf le souvenir d'une justice rendue avec une précision chirurgicale par quelqu'un qui a compris que certains crimes exigent un paiement en sang et que certaines mères ne cesseront jamais de chercher des remèdes appropriés pour le vol de l'avenir de leurs enfants.